Un anniversaire de plus, mais pas n'importe lequel, la quarantaine. Le bel âge, Nantes se porte bien. Le club traverse les décennies avec entrain. Depuis 1963, le jaune est à la mode. Son jeu est même devenu un modèle du genre. L'expression d'une pensée, d'une vision, le tout basé sur la formation. Toujours en première division aujourd'hui, Nantes n'en finit plus de grandir, la filiation semble assurée. Cette histoire dorée s'écrit au présent, retour vers un futur radieux et plein feu sur ce passé fameux. Le samedi 1er juin 1963 est une date historique. Après avoir végété 20 ans en deuxième division, Nantes est tout près de son Everest. Pour cela, il lui faut battre Sochaux, également candidat à la montée. Après un premier but refusé, Nantes, sur ce centre, obtient un pénalty. Jean Guillot s'avance, le transforme, 1-0. Dans ce stade Malakoff, l'ambiance est indescriptible. L'avant-dernière journée du championnat peut être décisive, et elle le sera. Nantes pousse, et sur ce centre de son Argentin Rafael Santos, Sadek Boukalfa libère les 18 000 supporters, 2-0. Nantes est enfin en première division. Pour Nantes, ça a été quelque chose de merveilleux, mais qui me dépassait, le succès que ça a eu, ce qui fait que depuis toujours, la montée à Nantes, c'est un souvenir impérissable. Mais pas pour moi. Moi, je trouvais ça tout à fait normal. Parce que c'était un cheminement depuis mon arrivée dans le club. 2 ans après la montée en première division, Nantes veut réussir son pari fou, être sacré champion de France. Ce 30 mai 1965, 20 000 supporters sont amassés dans le stade Marcel Sopin. Il règne une ambiance de fête, une ambiance de titre. Adeptes du beau jeu, les Nantais sont aussi efficaces. Et au bout de 9 minutes seulement, le meilleur buteur du championnat, Jackie Simon, inscrit son 24e but, 1-0. Monaco est dépassé et 5 minutes plus tard, Ramon Muller double la mise. Le gardien azuréen Hernandez est battu, 2-0. Monaco reviendra bien au score, mais finalement, Nantes sera champion. Victoire 2-1. Son entraîneur José Arribas s'est porté en triomphe. Une belle victoire pour cet homme arrivé il y a 5 ans seulement. Tout le monde en parlait. C'était l'euphorie générale parmi les sportifs nantais. Et je me rappelle qu'on a été reçus tout de suite après le match, me semble-t-il, sur les balcons de Presse Océan. Et après, la mairie de Nantes avait organisé une réception à l'hôtel de ville. On a été champion parce qu'on avait un jeu irrésistible et on était bien plus nombreux que les autres. Mais on n'avait vraiment pas de grands joueurs médiatiques tels qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, on peut en citer, Moi, le premier. Non, là, je plaisante. Non, mais c'est ça, quoi. C'était comme... c'est des phrases toutes faites, mais la vedette, c'était l'équipe. Et ça, c'était le grand secret de José quand même. De faire comprendre aux gens que la vedette, c'est l'équipe. Mais on était moins sollicités qu'aujourd'hui. Quelques jours après une défaite en finale de Coupe de France face à Strasbourg 1-0, Marcel Sopin accueille ses joueurs, déjà champions de France, pour le dernier match à Nantes de la saison. Cette équipe écrase le championnat, invaincue lors des 13 premières journées. Elle termine finalement avec 7 points d'avance sur Bordeaux. Philippe Gondet en est la vedette. Le public scande son slogan favori, « Gondet, ton but !» Aussitôt dit, aussitôt fait, il en marquera 36, un record. Nantes et Arribas, philosophes d'un jeu offensif et très technique, imposent leur football. Ce 28 mai 1966, ils battent Monaco 2-1, deuxième titre de suite, une consécration.
crois que parler d'explosion, c'est peut-être pas un terme très bien choisi. Parce que, en réalité, le Football Club de Nantes a commencé à être bon déjà la saison, sa dernière saison en seconde division. Mes souvenirs sont bons. Et à partir du mois de novembre cette année, le Football Club de Nantes a été la meilleure équipe avec Bordeaux. José Arribas, c'est l'inventeur du jeu à la nantaise. Arrivé en 1960, après l'envoi d'une lettre de candidature, le Basque révolutionne le club. Son football devient une affaire d'intelligence, son style, une référence. M. Clairfeuille m'a demandé « Est-ce que vous connaissez José Arribas ?» Je dis « Bien sûr, je le connais bien. On a fait notre stage d'entraîneur ensemble. On faisait équipe dans la même chambre. » Je lui ai dit que j'ai pu lui donner que de bons renseignements sur José, que j'avais côtoyé pendant toute la durée de notre stage, mais que je connaissais déjà avant. Puisque lorsque nous avons joué en deuxième division contre l'US du Mans, où il jouait, à Malakoff, un jour, tous les deux, on a sauté pour prendre une balle de la tête. J'ai sauté un peu plus haut que lui, je lui ai mis un coup de tête et il était KO par terre. Il avait le visage en sang. José Arribas, quand il est arrivé, il connaissait rien du tout, vous savez. Il s'est formé, lui aussi. La méthode Arribas, elle n'est pas devenue d'un seul coup. Hein. Ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. Et puis en quelques années, il s'est vraiment devenu un grand entraîneur. Mais quand il est arrivé, c'était un débutant. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. C'est lui qui est venu me chercher déjà. J'étais pas très loin, mais il m'a convaincu. Et bon, j'ai gardé... C'est un petit peu mon papa adoptif. Alors, bon, j'ai trouvé un deuxième père par rapport au football. Après 2 titres de champion, l'équipe d'Arribas termine tout de même à la 2e place du championnat en 1967. 2e derrière Saint-Étienne, un adversaire à prendre au sérieux. Monté la même année que les Canaries en 1963, les Verts sont champions 4 années d'affilée. Au FC Nantes, José Arribas continue d'innover, d'inventer. La création d'un centre de formation est dans l'air du temps. En 1970, le club devient l'un des précurseurs en la matière. Le club avait acheté une maison et puis là, on a commencé à mettre des jeunes là avec une dame qui leur faisait à manger, tout ce qui s'ensuit. Auparavant, ils étaient dispersés. Auparavant, ça existait quand même, plus ou moins, mais c'était pas quand même comme ça. Ils étaient dispersés à droite, à gauche. Mais là, la première fois, c'était là qu'on a commencé. Alors on allait, bien entendu, on s'entraînait. Je ne me souviens pas si c'était encore à Procès ou c'était au Bassland. Et on allait les chercher avec Jean-Claude. On allait les chercher le matin en voiture. Alors on allait les chercher, on les ramenait à midi. Si il y avait entraînement l'après-midi, on allait les chercher. Et voilà, c'est comme ça qu'a débuté, pour ainsi dire, le centre de formation. En 70, moi j'étais déjà avec Zaïta à la formation, mais ça ne s'appelait pas la formation, ça s'appelait l'apprentissage. C'était l'apprentissage. Alors c'était moins bien structuré que ça peut l'être aujourd'hui, véritablement beaucoup moins bien, parce que, déjà dans le solide, on n'avait pratiquement pas grand-chose. Dans l'organisation, c'était pas non plus comme ça peut l'être aujourd'hui. Diplôme, on n'en avait pas, mais on sentait bien les choses. Arrivé à Nantes en 1966, le jeune méridional Henri Michel ne va pas tarder à s'imposer. Il devient rapidement l'un des patrons de l'équipe nantaise. En 1970, les Jaunes s'inclinent à Colombes en finale de la Coupe de France face aux Verts, 5-0. Michel est alors un joueur charismatique, talentueux, mais toujours sans trophée. Un manque à gagner vite oublié. Une nouvelle génération est née. Michel fait le lien entre les jeunes et les anciens. Un vrai capitaine. Je ne sais pas si on a perdu 3 matchs d'affilée, et je crois que ça c'est important. Chaque fois qu'on a eu un petit passage à vide, le dimanche après on a récupéré. Et sur l'ensemble de la saison, je crois que c'est nous qui avons été les plus réguliers. Ce 2 juin 1973, Nantes pense au doublé Coupe Championnat.
À Marcel Sopin, il s'impose 1-0 face à Bastia et renoue avec un titre de champion de France. Nice termine deuxième à 5 points tout de même. Le renfort durant l'hiver d'Hugo Bargas, l'Argentin, s'avère déterminant. Son compatriote et capitaine de la sélection Ángel Marcos est l'un des hommes clés de cette équipe, à quelques jours d'une 3e finale de Coupe de France. À cette époque-là, Nantes souhaitait gagner la Coupe parce que c'était la chose qui manquait. Et je me souviens que je répétais tout le temps que la valeur d'une équipe elle est plus importante quand il s'agit de championnat, puisque un championnat, ce n'est pas un exploit ni la réussite, c'est 35 ou 40 journées où il faut être bon. Donc cette année de titre, c'était la grande année pour moi, puisqu'on était champion, et l'année de tous mes regrets, puisque j'ai eu une blessure quand même extrêmement sérieuse qui a handicapé la suite de ma carrière. Au milieu des années 70, la formation nantaise se met en valeur avec l'éclosion de joueurs tous plus forts les uns que les autres. Ils s'appellent Baron Kelly, Rampillon, Amis, Rio, ou encore Bossis, Pécou, Bertrand Demanne. Ils sont à la croisée des chemins de joueurs en fin de parcours à Nantes, tels que Pêche, Gardon, Demichel ou encore Blanchet. Leur point commun, un manque de réussite au niveau européen, un vrai regret pour Arribas. En réalité, jusqu'à présent, nous n'avons pas tellement fait nos preuves dans le domaine international. C'est une des choses qui nous reste à prouver. Je souhaite qu'on ait des contacts internationaux, tout au moins pour nous juger nous-mêmes, mais de là à se poser un adversaire dangereux pour tout le monde, je crois qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir tout de suite. José Arribas parti, il est remplacé par Jean Vincent, ancien entraîneur de Bastia et Lorient. Très rapidement, son équipe domine le championnat. Nantes retourne même les situations les plus compromises. À la mi-octobre, au stade Marcel Sopin, le Paris Saint-Germain, maître du jeu, mène à la stupéfaction générale 3-0. Il reste 28 minutes de jeu. La machine à gagner se met alors en marche. Rampillon par 2 fois et Loïc Amis permettent au FC Nantes d'arracher un match nul, 3-3. Une soirée inoubliable pour ces joueurs, invaincus à domicile toute la saison et ne concédant au total que 3 résultats nuls sur leur terrain. C'était énorme, on perdait 3-0, on était en difficulté et puis, au fur et à mesure, on s'est arraché, on a réussi à revenir au résultat et sur la fin, on a réussi à égaliser. Je veux dire, ça t'emmène des choses fortes à travers un résultat. Et puis quand c'est comme ça, le public et tout, c'est riche, quoi. En arrivant au FC Nantes, Jean Vincent met sur le banc des joueurs achetés à prix d'or, Triantafilos et Gadocha. Il fait confiance à cette nouvelle génération formée par Jean-Claude Suodo avec aux avant-postes Amis, Pécou, Baron Kelly. Nantes joue l'attaque à outrance, 52 buts inscrits à domicile cette saison-là et de véritables démonstrations collectives. Ce 8 mai 1977 en fait partie. Les Niçois, aux portes de l'Europe, reçoivent une véritable leçon de football. 3 buts par mi-temps, score final 6-1 et un tourbillon de plaisir. Grand classique des années 70, ce Nantes-Saint-Étienne revêt une importance supplémentaire pour les Canaries, proche d'un nouveau titre de champion de France. Et ça commence bien. Après un quart d'heure de jeu, Nantes marque sur pénalty et en l'absence d'Hugo Bargas blessé, Rio inscrit le premier but. Le triple champion de France en titre, Saint-Étienne, est une nouvelle fois en difficulté à Sopin. 13 ans sans victoire et leur